c'est Guy Millière. Alors Guy Millière, c'est toute une histoire. Ça fait peut-être, je sais pas, 2 ans, je sais pas combien de temps, je n'ai pas de notion de temps, que je le suis sur Facebook, par email, sur Israël Magazine, sur Internet. Où c'est que je ne l'ai pas lu? Et à chaque fois, je me dis non, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui... Vous m'entendez pas? Non, il est plus fort. Pourtant, je crie, alors attention. Hein. Alors, ok. Donc, je le suis depuis longtemps. Et je me dis, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas qu'on soit méfiants, nous les Juifs, mais quand même, on commence. Même mes cousins, même mes amis de Paris, tout ça, ils me disent, tu n'es pas un peu parano? Tu crois toujours qu'on vous attaque? Je dis, moi, parano, pas du tout. Je suis très objectif. Mais Guy Millière, il faut le dire, il n'est pas juif. Il défend Israël. Il prend des risques. Il s'expose énormément. Alors si c'est un juif, on comprend. Et encore, tous les juifs ne s'exposent pas. Alors j'ai dit, c'est pas possible. Celui-là, je l'ai repéré, je vais le suivre. Et j'ai commencé à le suivre. Et on commence à parler sur Facebook. Et on commence d'abord par ce que vous voyez. Petit à petit, je l'interviewe des fois sur le petit hebdo, je le fais intervenir. Toujours très courtois. Bon, ça, pour ça, les Français, il n'y a rien à dire. Ils sont très courtois. On a appris ça. On ne peut pas leur en vouloir. Ils sont toujours très courtois. Et puis, ce soir, pourquoi la double émotion? Ben, je vous le dis franchement, je ne connaissais pas Guy Millière. On vient de se rencontrer la première fois maintenant, ce soir. Avec tout ce monde, on ne s'attendait pas. Je voulais qu'on se voit tous les deux et vous êtes tous arrivés. Et Guy Millière ne serait jamais venu. Et vous savez que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Petite ou grande, même petite. Mais pour moi, c'est une grande femme. Elle s'appelle Keltoum. Et c'est sa femme. Et le jour où elle m'a appelé, elle m'a dit « Bonjour, je m'appelle Keltoum ». J'ai dit « Waouh, ça doit être une erreur ». Eh bien non, c'était pas une erreur. C'était bien la femme de Guy Millière. Vous pouvez la voir. À la fin... Keltoum, viens. Oh. Elle est timide. Bon, à la fin, vous aurez droit aux signatures, aux autographes. Et donc voilà, la double émotion, vous l'avez comprise. Maintenant, j'ai en plus l'honneur d'avoir un grand journaliste de talent qui est venu, et lui, je crois que sa femme a accouché récemment, n'est-ce pas? Un petit garçon, une petite fille. Un petit garçon. La Brooklyn, pas encore. Vendredi, il s'appelle comment? Itaï Amar, c'est pas beau ça? Donc voilà, il nous a fait quand même l'honneur de venir, malgré l'emploi du temps, j'imagine, très chargé, les nuits très très courtes. Moi, je me prépare déjà psychologiquement, parce que moi, ça fait 9 ans que je ne connais pas ça. Alors, vous savez, de redevenir papa 9 ans après, c'est quelque chose. On aura le petit hebdo quand même. Ouais, je ne sais pas si je vous inviterai tous, parce que sinon, ça va être... Ok. Donc, maintenant, merci surtout à Pierre Cahin, à Henri Rébibeau, à Brigitte Blia et à Gérard Sananès, parce que l'initiative, elle ne vient pas de moi, elle vient d'eux. C'est eux qui se sont occupés de tout faire. Ça devait tout se faire à Emouna. Alors pour les gens qui se plaignent, c'est trop petit. Mais oui, c'est trop petit. En attendant, ça devait se faire à Emouna. Et Emouna, ce soir, c'est l'Akba Omer. Vous savez que les rabbinim, maintenant, ils ont bougé un peu les dates. Donc tout a été un peu décalé. Bon, il faut bien leur laisser faire aussi leur métier. Et donc, on n'avait pas Emouna qui aurait pu contenir 300 personnes, parce que je vous assure qu'aujourd'hui au Petit Hebdo, ça n'a pas arrêté de sonner, et on disait non, il n'y a plus de place. Alors voilà, vous êtes tous rentrés, vous voyez, et vous êtes tous assis, et vous m'avez l'air maintenant de sourire, et c'est super. Alors je laisse la place maintenant à Stéphane Amar qui va introduire Guy. Je remercie Info Live TV qui va tout filmer le film pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, et tous les journalistes présents. Merci pour les médias, et à toi Stéphane. Alors, ce que je disais à Guy Millière à l'instant, c'est que quand j'ai vu tout ce monde, immédiatement, je me suis dit, c'est la première fois peut-être que je réalise la force d'Internet, parce que Guy Millière n'a pas accès aux grands médias, on verra peut-être pourquoi tout à l'heure, malgré un niveau professionnel qui est largement à la hauteur des autres journalistes. C'est vrai qu'on ne le lira jamais dans l'Express, dans Le Point ou encore pire, dans Le Monde. Mais en tout cas, visiblement, il a une audience très large et même beaucoup plus que cette salle, puisque je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient venir et qui n'ont pas pu ce soir. Et peut-être aussi finalement que c'est cette présence sur Internet qui lui donne autant de liberté et qui fait qu'il n'est pas obligé de se plier au dogme officiel et à la pensée unique contre laquelle on râle tous bien souvent. La première question quand même que j'ai envie de vous poser, Guy Millière, c'est vous n'avez vraiment rien de juif? Donc,
pense que ma voix va porter parce que j'ai l'habitude de travailler dans l'université française et l'université française est pauvre. Et donc on a très peu de microphones et je dois m'adresser à des amphithéâtres. Donc j'espère que même dans le couloir on parvient à m'entendre. En tout cas non, je ne suis pas juif et je n'ai aucune intention de me convertir, ne serait-ce que pour que les gens qui me disent « mais pour parler comme ça, vous devez être juif », je puisse leur répondre « non, je ne suis pas juif, je suis simplement humaniste, j'ai des valeurs, je respecte certains principes éthiques, et vous ?» Alors, Guy Millière, moi je trouve bon, que parfois vous allez quand même un petit peu loin dans l'anti-obamisme primaire, j'allais dire, parce que vraiment je crois que vous l'aimez pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé de son dernier discours, où là il a j'allais dire, franchi encore une étape en demandant à Israël de se retirer sur les lignes de 1967? Celui de vendredi. Celui d'il y a 2 jours. Il en tient un aujourd'hui à l'AIPAC, je ne l'ai pas encore entendu. Avec le décalage horaire, je ne sais pas s'il l'a déjà tenu. Oui. Bon, il a dit la même chose ou il a changé? Ah, oui, mais bon, comme disait Lénine, qui fait partie de ces maîtres à penser, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, ça fait toujours un pas en avant. Et je pense que c'est un léniniste en profondeur. Alors pourquoi? Ce n'est pas une question d'amitié ou d'inimitié vis-à-vis de Barack Obama, je ne le connais pas. Je n'ai aucune intention de le connaître, même de très loin. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'il aurait envie de me rencontrer non plus. Simplement, je connais tout le passé de Barack Obama. Et quand on a été pendant 30 ans dans certains milieux, que pendant 30 ans, on a eu certaines fréquentations, je pense qu'il ne s'agit pas de coïncidence. Je pense qu'il s'agit d'une démarche et d'une ligne de pensée. Et l'un de mes précédents livres, que je n'ai pas ici, hélas, je ne pouvais pas tout amener avec moi, s'appelle « La résistible ascension de Barack Obama ». Pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Parce que plus j'ai étudié le passé de Barack Obama, et plus je me suis dit qu'il y avait des proximités entre Barack Obama et le personnage d'Arturo Ui chez Bertolt Brecht. L'un et l'autre ont commencé leur carrière dans les bas-fonds du sud de Chicago. L'un et l'autre ont voulu aller très loin. L'un et l'autre ont été truands, ou au moins ont fréquenté des truands. Le truand favori de Barack Obama s'appelle Tony Rezko, né à Damas, en Syrie, pourvoyeur de fonds à différentes organisations, et qui est actuellement sous le coup de plusieurs chefs d'inculpation aux États-Unis pour détournement de fonds, extorsion de fonds, chantage, abus de pouvoir. Il y en a quelques autres sans doute, mais enfin ça fait partie des chefs d'inculpation pour Antoine Tony Rezko. Et Barack Obama a la particularité d'avoir été dans le cabinet d'avocats où il a travaillé, c'est le seul emploi qu'il a occupé en dehors de Community Organizer, l'avocat personnel d'Antoine Tony Rezko, qui a été l'un des principaux contributeurs à ses premières campagnes électorales. Donc il y a des proximités non seulement avec certains milieux très douteux, mais aussi avec le grand banditisme. Donc il y a vraiment des relations. Et en plus, le personnage d'Arturo Ui apprend à parler très bien, apprend à s'habiller très très bien, et Barack Obama aurait pu faire gravure de mode, à la limite, ça aurait été un immense avantage pour la société américaine et pour le reste du monde, parce qu'il n'aurait pas eu à parler, ni à influer sur les décisions politiques. Et pourquoi est-ce que j'ai aussi eu cette démarche vis-à-vis de Barack Obama? Parce que si je rajoute un certain nombre de noms dans son passé, ça devient accablant. Et je n'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup. Je pourrais citer son principal associé dans toutes les associations dans lesquelles il a travaillé comme organisateur de communauté. Le mot organisateur de communauté, en fait, signifie agitateur social. Disons que dans le contexte français, on appellerait Olivier Besancenot ou des gens de ce genre-là, voire Arlette Laguiller, organisateur de communauté. C'est cela la profession essentielle qu'exerçait Barack Obama. Et avec qui a-t-il travaillé? La principale personne avec qui il a travaillé, qui a sans doute été l'écrivain fantôme, le nègre, entre guillemets, de ces 2 livres.
des 2 livres qu'il a publiés jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui s'appelle Bill Ayers. Bill Ayers, vous ne connaissez peut-être pas. Bill Ayers, ça a été le fondateur d'un groupe qui s'est appelé les Weathermen dans les années 60 aux États-Unis. Et les Weathermen, comme le nom ne l'indique pas, ce n'étaient pas des météorologistes, c'était des gens qui faisaient des attentats terroristes contre des bâtiments du gouvernement fédéral, contre des bâtiments de la police, contre des bâtiments du FBI. Et cette personne ne s'est jamais repentie de ses actes. Ce qui lui vaut d'être en liberté, c'est un vice de procédure pénale. Sinon, il serait en prison à vie pour ses actes. Là, il n'est pas en prison à vie, il est professeur de pédagogie à l'université de Chicago. Et il a été l'associé de Barack Obama pendant des années. Ce n'est qu'un nom parmi une multitude d'autres. Je pourrais rajouter celui de Jeremiah Wright. Je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser du temps pour les questions. Mais Jeremiah Wright a été le principal conseiller spirituel de Barack Obama. Et c'est lui qui a converti Barack Obama au christianisme. Bon. Barack Obama est devenu chrétien à l'âge de 24-25 ans à peu près. Bon. Avant, il était musulman. Bon, il est, à mon avis, toujours un peu sur les bords, ou même plus que sur les bords, mais enfin, toujours est-il qu'il s'est converti au christianisme, mais il faut voir dans quelle église. L'église en question s'appelle la Trinity United Church of Christ, et le pasteur de cette église a été jusqu'à l'an dernier quelqu'un qui s'appelle Jeremiah Wright. Si vous cherchez sur YouTube les discours de Jeremiah Wright, vous verrez qu'il est anti-américain, qu'il est antisémite, qu'il est radicalement anti-israélien. Et ça a été le principal conseiller spirituel de Barack Obama, il le reconnaissait lui-même, jusqu'en 2008. C'est lui qui a marié Barack Obama, c'est lui qui a baptisé les filles de Barack Obama. Donc ce ne sont que quelques noms. Je pourrais rajouter, par exemple, celui de Rashid Khalidi. Rashid Khalidi, vous connaissez peut-être pas, maintenant il est professeur à l'université de Columbia à New York, professeur d'histoire du Proche-Orient, mais il a été le responsable de l'agence de presse palestinienne Wafa à Beyrouth jusqu'en 1982, où grâce à François Mitterrand, Yasser Arafat a pu partir prendre de longues vacances vers Tunis. Ensuite, Rashid Khalidi est devenu responsable du bureau de l'OLP à Washington. Et ensuite, il est devenu professeur du même sujet, c'est-à-dire histoire du Proche-Orient, à l'université de Chicago, encore. La même, celle de Bill Ayers. Comme ça, ils pouvaient se retrouver, ils avaient des points communs ensemble. Et ça a été le meilleur ami de Barack Obama pendant que Barack Obama était à l'université de Chicago en dehors de Bill Ayers. Bon, je pourrais rajouter le nom de Khalid Mansour, qui a été le principal financier des études universitaires de Barack Obama et qui est le fondé de pouvoir d'un certain nombre de familles saoudiennes et qui a des liens avec des organisations de charité islamique qui sont, disons, très connectés à des mouvements qu'en France on appelle activistes, mais que moi j'appelle terroristes. Je pourrais en rajouter quelques autres, mais je n'accablerai pas ce brave homme. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Il m'en reste pas beaucoup, mais enfin je lui laisserai le bénéfice du doute. Bon, pour ce qui concerne son dernier discours, je ne sais s'il est revenu dessus devant l'AIPAC. Je pense qu'il n'aurait pas pu tenir le même discours que celui qu'il a tenu il y a 2 jours devant l'AIPAC. Mais c'est le fond de la pensée de Barack Obama depuis le départ, depuis des années. On ne travaille pas avec des mouvements comme celui incarné par Rashid Khalidi, sans avoir certaines idées. En dehors de Rashid Khalidi, d'ailleurs, il y a un autre mouvement avec lequel Barack Obama a travaillé, qui a donné un site internet, là on retrouve le pouvoir d'internet, qui s'appelle Electronic Intifada. Je n'ai pas besoin de traduire, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Et donc, la personne qui s'occupe de ce site s'appelle Ali Abounima. Et ça a été c'est resté un ami très proche de Barack Obama. Donc Barack Obama a, dirais-je, entre guillemets, parce que je mets toujours des guillemets quand j'utilise ce mot, une vision palestinienne du Proche-Orient et une vision islamique du Proche-Orient. Il l'a toujours eu, oui, même on peut dire du monde, et il n'a donc pas changé. Et depuis son entrée à la Maison-Blanche, il a dit « Mon plan de paix, c'est le plan de paix saoudien ». Et le plan de paix saoudien, il a été exposé par des membres de la famille royale saoudienne, mais il a été repris aussi aux États-Unis par 2 des principaux conseillers de Barack Obama dans le monde journalistique, Fareed Zakaria, qui a été rédacteur en chef de Newsweek jusqu'à il y a 1 an, quand Newsweek a fait faillite, et qui est maintenant à CNN, et puis d'autre part,
Thomas Friedman, qui est le principal éditorialiste du New York Times. Et ce plan de paix saoudien, c'est quasiment ce qu'il a dit il y a 2 jours dans son discours. C'est-à-dire que la paix peut venir avec le retour aux frontières de 1967, qui, comme vous le savez, n'ont jamais été des frontières, ne sont que les lignes d'armistice de 48-49. Mais pour Barack Obama, ce sont des frontières, il le dit dans tous les discours, comme les Saoudiens et comme un certain nombre d'autres gens. Et puis d'autre part, règlement de la question de Jérusalem par division de Jérusalem, retour des lieux saints sous une forme de contrôle international, sans doute par quelque chose comme le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, connu pour ce respect des droits de l'homme. La Syrie ne vient pas d'y être admise parce qu'elle a attendu un petit peu, mais bon, dès qu'il y aura 2 ou 3 000 morts de plus, et que Bachar el-Assad aura prouvé qu'il était un réformiste, comme on l'appelle à la Maison Blanche, il pourra avoir son siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, ça c'est la ligne de Barack Obama, et dans le plan de paix saoudien, il y a la question des réfugiés, et la question des réfugiés, dans le plan de paix saoudien, pris au sens strict du terme, tous les réfugiés doivent revenir. Vous savez, ces gens qui sont partis 500 000, vous êtes très bien placés pour le savoir, et qui, ayant subi un génocide effroyable, veulent revenir 5 millions. Mais alors, quand même, Guy Milliard, bon d'abord cette porosité avec la mafia, c'était par exemple aussi le cas de Kennedy, on ne peut pas non plus lui, comment dirais-je, résumer toute sa personnalité à cela. Et enfin, quand vous parlez des frontières 67, c'est une position de toute une partie de la classe politique israélienne. On peut le déplorer, mais bon, c'est un fait. Est-ce que ça en fait pour autant, comme vous semblez souvent le sous-entendre, quelqu'un d'antisémite et de foncièrement anti-israélien? Je pense qu'il est foncièrement anti-israélien, et s'il n'est pas antisémite, je me demande comment il a fait pour aller à l'office tous les dimanches en écoutant le pasteur Wright. Parce que le pasteur Wright ne parle jamais de juifs, il ne dit jamais le mot Jews, il dit toujours Haimi, ce qui traduit en français argotique veut dire youpin. Bon, donc quand vous avez un pasteur qui emploie ce type de mots dans chacun de ses sermons où il parle des juifs, et il y en a beaucoup, ou bien vous ne prêtez pas attention, ou bien vous avez peut-être un Walkman dans les oreilles, ou bien vous avez un besoin urgent quand il va employer ce mot, ou bien vous êtes malhonnête. J'opterais pour le fait qu'il est malhonnête et qu'il sait parfaitement ce que sont les positions de Jeremiah Wright, et je pense qu'il est foncièrement antisémite. Et ce n'est pas parce qu'il a des membres de la communauté juive autour de lui, et encore qu'il y en a de moins en moins, qu'il n'est pas antisémite. Comme vous le savez, il y a des juifs antisémites. À mes yeux, des gens comme Noam Chomsky ou Norman Finkelstein sont des juifs antisémites. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Je dirais que si Barack Obama allait jusqu'au bout de sa pensée, il serait pour l'application du plan de paix saoudien in extenso. Simplement, dans le contexte américain, il va aussi loin qu'il peut aller. Il sait jusqu'où il ne peut pas aller, d'une certaine manière. Mais fondamentalement, ça me semble être cela, ses positions, et je pense que son objectif fondamental, mais je m'empresse de le dire, qu'il ne l'atteindra pas, c'est la destruction d'Israël, parce que son objectif, c'est la stabilité planétaire, et la stabilité planétaire telle qu'il la conçoit, c'est une stabilité planétaire qui reposera sur l'Organisation des Nations Unies telle qu'elle est aujourd'hui, sur un affaiblissement des États-Unis, et sur un cartel de régimes autocratiques ou dictatoriaux auxquels il fera confiance, à condition que ce soit des régimes anti-américains. C'est-à-dire qu'un dictateur commence à avoir des qualités pour Barack Obama quand il est anti-américain, quand il est anti-occidental, quand il est radicalement anti-israélien. C'est-à-dire qu'un dictateur comme Ben Ali en Tunisie ou comme Hosni Moubarak en Égypte, ce sont de mauvais dictateurs parce qu'ils avaient des liens avec le monde occidental. Hosni Moubarak en plus maintenait tant bien que mal un traité de paix avec Israël, tandis que Bachar el-Assad est un bon dictateur parce que Bachar el-Assad est sur des positions radicalement différentes. Et c'est pour cela que, au moins à 4 reprises, Barack Obama, et je ne parle pas de Hillary Clinton qui a tenu le même discours, ou du porte-parole de la Maison Blanche, a parlé de Bachar el-Assad, alors qu'on tirait dans la foule à Damas et dans les autres villes du pays, comme d'un réformiste. Si j'ai employé le mot tout à l'heure, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez le retrouver. Vous tapez Assad, réformiste, Obama, vous aurez toutes les références sur Google.
Et justement, c'est la question que je vais vous poser. Vous savez qu'Obama a beaucoup déçu, en fait, les Palestiniens et les Arabes. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'ait pas réussi à atteindre les objectifs dont vous parlez? Qu'est-ce qui l'empêche finalement de forcer Israël à accepter ces accords? L'objectif des Palestiniens, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas de peuple palestinien, c'est une invention de 1967 qui s'est faite dans les officines du KGB et des services de propagande égyptiens. L'objectif, c'était de créer un instrument, une arme pour détruire Israël. Et je pense que l'essentiel des dirigeants du monde arabe ne seront satisfaits de rien, sauf de la destruction d'Israël et d'une forme de génocide du peuple juif. C'est cela. Bon, ce sont des gens qui sont des génocidaires à mes yeux. Ça doit être dit explicitement. Je n'ai aucune confiance en aucune de ces personnes. Pour moi, Bachar el-Assad est une pourriture, mais Mahmoud Abbas ne vaut pas mieux. Mahmoud Abbas tient un double ou un triple discours, cela dépend de son interlocuteur. Il peut dire une chose en anglais et la même chose 5 minutes après en arabe. Ou le contraire en arabe. Ce n'est pas quelqu'un de confiance. Pour moi, à la limite, le rapprochement entre l'autorité palestinienne et le Hamas, c'est quasiment une bonne chose, parce qu'au moins les choses sont claires. On sait à qui on a affaire. Il n'y a jamais eu, je le pense, de partenaire pour la paix pour Israël. Ceux qui le pensent, à mes yeux, sont des idiots utiles, au sens où Lénine en parlait. À mes yeux, il n'y a que des partenaires pour la guerre. Et ce qui a commencé avec le processus d'Oslo, ça a été la guerre menée par d'autres moyens. La guerre, ça peut se mener par les armes, ça peut se mener aussi par la propagande. Et l'objectif des dirigeants palestiniens actuellement, à mes yeux, c'est d'obtenir une forme de rouleau compresseur contre Israël, de diabolisation d'Israël, de délégitimation d'Israël. Et Barack Obama a largement participé à ce mouvement. Il a participé à la diabolisation d'Israël depuis son arrivée, en tenant un discours rendant Israël responsable de quasiment tous les problèmes du Proche-Orient, voire d'au-delà du Proche-Orient. La seule chose, comme je l'ai dit dans d'autres conférences, qu'il n'a pas attribué à Israël, dont il n'a pas attribué la responsabilité à Israël, cela a été la crue du Mississippi récemment, et encore, oui, et le réchauffement global, dont il m'arrive encore de parler, bien qu'il n'y ait jamais eu de réchauffement global. Mais en dehors de cela, tous les péchés du monde ont été attribués à Israël. À chaque fois que vous aviez un appartement avec une fenêtre de plus dans Jérusalem-Est, cela créait des morts supplémentaires en Irak, en Afghanistan, cela créait de l'islamisme au Pakistan, cela créait des tensions avec l'Iran, cela créait des tensions et des difficultés avec la Turquie. Si vous reprenez l'ensemble des discours de Barack Obama, il n'a cessé dans tous ses discours de diaboliser Israël, et ce discours a été reçu 5 sur 5 dans le contexte européen. Les dirigeants européens n'attendaient que cela pour se lâcher. Quand il y avait des dirigeants américains plus modérés, les dirigeants européens devaient quand même modérer leur discours. Là, ce n'est plus du tout le cas. Depuis que vous avez l'accord entre l'autorité palestinienne et le Hamas, des dirigeants comme les dirigeants français ou anglais disent « mais c'est le signe qu'il faut encore aller davantage dans la direction de la création rapide d'un État palestinien, et c'est le signe que le Hamas s'est affaibli. » Bien évidemment, alors que les frères musulmans sont aux portes du pouvoir en Égypte, et que le Hamas est la branche palestinienne, entre guillemets, des frères musulmans, ils sont très affaiblis en ce moment. Ça ne fait strictement aucun doute. Il faut être Nicolas Sarkozy pour penser cela et pour dire cela. Mais en fait, quand même, je reviens sur ma question, il n'a pas réussi à forcer Benyamin Netanyahou à se plier à ces conditions. Comment vous expliquez cette relative faiblesse, j'allais dire, des Américains? La faiblesse de... qui n'est pas réussi, oui, à le forcer à accepter ces conditions. Je pense que Benyamin Netanyahou est dans une situation difficile, mais je pense qu'il fait tout ce qu'il peut pour résister sans se faire mettre en tort par Barack Obama, qui n'attend que ça, qui n'attend qu'une occasion de le déstabiliser, de trouver le moyen qu'il soit renversé et de trouver le moyen de le faire remplacer par quelqu'un qui serait plus souple et qui accepterait de jouer le rôle d'idiot utile. Ça, je pense que c'est le rêve de Barack Obama, mais ce rêve n'a pas marché jusqu'à présent, et je pense qu'il ne marchera pas. Je pense que Benyamin Netanyahou a l'attitude la plus intelligente qu'on puisse avoir dans le contexte actuel. Je pense que la réponse qu'il a faite
il y a 2 jours au discours de Barack Obama était, dans le contexte actuel, je le précise, la meilleure réponse qu'il puisse faire. Et encore, cette réponse, je la trouve, pour ce qui me concerne, trop modérée en soi. Mais je dirais que cette réponse-là, elle était définie dans la presse européenne comme une réponse arrogante, un affront au plus merveilleux des présidents des États-Unis que la Terre ait jamais porté. Et vous avez eu le même type de réaction dans toute une partie de la presse américaine. Et il faut voir qu'au sein de la communauté juive américaine, il y a des dirigeants qui continuent à vouloir fermer les yeux, à s'aveugler volontairement sur le discours de Barack Obama. Abraham Foxman, qui est à la tête de l'Anti-Defamation League, a dit qu'il ne fallait pas prendre trop au sérieux le discours de Barack Obama il y a 2 jours. Comment peut-on ne pas prendre au sérieux un discours de ce genre-là venant du président des États-Unis? Comment peut-on ne pas le prendre au sérieux quand ce même président, dans son discours, dit que ce qui se passe dans le monde arabe, c'est un merveilleux vent de liberté et de démocratie? Bon, où est-ce qu'il voit ce vent de liberté et de démocratie? Est-ce qu'il le voit en Tunisie, où le parti Ennahda gagne de plus en plus d'importance? Est-ce qu'il le voit en Égypte, où les frères musulmans sont aux portes du pouvoir? Est-ce qu'il le voit au Yémen, où ce n'est pas simplement les frères musulmans qui sont aux portes du pouvoir, mais aussi Al-Qaïda? Où est-ce qu'il voit ce printemps islamique? Est-ce qu'il va se cacher derrière l'exécution de Oussama Ben Laden? Peut-être. Mais cette exécution, elle ne doit laisser personne dupe. Je dirais que tout indique, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans des articles que j'écrirai quand j'aurai fini cette série de conférences, tout indique que l'exécution de Oussama Ben Laden a reposé sur une division au sein d'Al-Qaïda entre 2 tendances. La tendance incarnée par Ayman al-Zawahiri, le second d'Oussama Ben Laden, et Ben Laden lui-même. Ben Laden était toujours sur la ligne, il faut organiser des attentats contre le monde occidental. Ayman al-Zawahiri, voyant que les frères musulmans dans plusieurs pays sont aux portes du pouvoir, s'est dit une autre stratégie est peut-être possible, et il envisage très sérieusement une alliance d'Al-Qaïda avec les frères musulmans pour reconstituer ce qui est l'objectif fondamental d'Al-Qaïda, l'expulsion des États-Unis du Proche-Orient. Mais enfin, je dirais que sur ce plan, avec Obama, c'est quasiment une auto-expulsion, et d'autre part, la reconstitution du califat. Et cette perspective, c'est aussi la perspective des frères musulmans. La différence entre eux était une différence de stratégie. Et actuellement, apparemment, Ayman al-Zawahiri se rapproche de la stratégie des frères musulmans. Or, comme par hasard, Barack Obama est aussi sur la stratégie des frères musulmans et soutient la prise du pouvoir par les frères musulmans. C'est cela qu'il appelle démocratie dans la région. Donc, concrètement, nous sommes dans une situation extrêmement grave, extrêmement effroyable, et dans le contexte européen, dans le contexte où je vis une bonne partie de mon temps, je dirais que vous n'avez plus un seul journal dans la grande presse, dans la plupart des pays européens, qui ne soit pas imprégné d'antisionisme, mais d'un antisionisme qui flirte avec l'antisémitisme. Et si le dernier livre que j'ai écrit, je lui ai donné un titre qui a paru choquant, je crois que c'est Abraham qui m'avait posé une question sur ce sujet, c'est parce que précisément j'ai voulu choquer les consciences dans le contexte européen. Je me suis dit, il faut dire à ces gens, mais n'avez-vous pas honte de la façon dont vous raisonnez? N'avez-vous pas honte de la façon dont vous vous comportez? Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où la diabolisation d'Israël fait que de plus en plus de gens en Europe souhaitent explicitement la destruction d'Israël et pensent que sans Israël, il n'y aura plus de problème au Proche-Orient. Tous ces gens sont prêts à se coucher devant l'islam radical. Tous ces gens laissent remonter parmi eux l'antisémitisme, qui est de plus en plus ouvert, de plus en plus apparent. Les déclarations de Lars von Trier, récemment au Festival de Cannes, sont tout à fait significatives de ce qui se passe dans les pays scandinaves, en particulier, puisque Lars von Trier vient du Danemark. Vous avez aussi, dans le contexte européen, une volonté d'édulcorer le souvenir de la Shoah. C'est-à-dire qu'on dit il n'y a pas que cela dans la vie. Quand vous avez des cérémonies de commémoration de la Shoah, on dit « Ah, mais il y a eu beaucoup plus grave sur la surface de la planète. Regardez le commerce triangulaire, le commerce d'esclaves. Ou alors, regardez l'ensemble des morts qu'il y a en Afrique tous les jours, etc. » Et je vois dans les commentaires en dessous d'articles dans des journaux comme Le Monde ou Le Figaro, des commentaires d'un goût exquis comme « Ah, mais il n'y en a que pour les Juifs.
J'ai lu cela dans des commentaires. Nous sommes dans cette situation. Donc à partir de là, j'ai relu les ouvrages de Léon Poliakov, l'histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakov, et je me souviens que dans cette histoire, je l'ai relu d'ailleurs, je n'ai pas eu besoin de m'en souvenir, je m'en souvenais, mais j'ai concrétisé cela en relisant le livre. Léon Poliakov dit, pour qu'il y ait eu la Shoah, il faut qu'il y ait eu une préparation mentale des gens. Et je dirais que ce que je vois monter dans le contexte européen, c'est une préparation mentale des Européens à quelque chose du même genre. Et donc c'est pour cela que j'ai appelé ce livre comme si se préparait une seconde Shoah. Mais je m'empresse de dire que si j'ai mis comme si, c'est parce que je sais que cela n'arrivera pas, et que cela n'arrivera pas parce que, et j'aurai l'occasion d'y revenir, je sais qu'Israël est fort, je sais qu'Israël est debout, je sais qu'Israël est vigilant, et je sais que le peuple américain, au-delà de Barack Obama, hélas pas vraiment parmi les dirigeants de la communauté juive, est fidèlement et d'une manière déterminée et claire aux côtés d'Israël. Et cela se voit et cela se verra de plus en plus. J'ai une dernière question avant de donner la parole à la salle. Il y a quelque chose qui quand même m'interroge beaucoup, c'est quand vous parlez des révolutions dans le monde arabe. J'entends ce danger de l'islamisme, effectivement, que tout le monde perçoit, mais qu'aurait dû faire Barack Obama, qu'aurait dû faire les États-Unis? Parce que finalement, Moubarak, c'était pas un enfant de cœur. Je veux dire, il massacrait ses opposants, la presse est toujours d'ailleurs remplie de caricatures antisémites. Il avait un discours sur Israël qui était quand même très très dur. Est-ce que on a assisté quand même à un vrai mouvement populaire, une aspiration des peuples à la liberté? Comment devaient se positionner les États-Unis par rapport à ça? Ils devaient soutenir ces dictateurs? Il n'y a pas eu d'aspiration des peuples à la liberté. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été des émeutes de la faim. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu des émeutes de la faim? Il y a eu des émeutes de la faim, en bonne partie, je ne veux pas accabler Barack Obama, mais en raison de politique de Barack Obama. Pourquoi est-ce que le prix du pétrole a monté autant ces derniers mois et ces dernières années? Parce que Barack Obama a décidé un moratoire complet vis-à-vis de toute forme de forage et d'exploitation pétrolière aux États-Unis ou dans le golfe du Mexique. Les entreprises pétrolières, on ne le dit pas ailleurs qu'aux États-Unis, mais les entreprises pétrolières du Texas, de Louisiane, du Mississippi, travaillent maintenant pour des pays comme le Brésil, parce qu'aux États-Unis, elles sont au chômage technique. Voilà, donc ça fait partie des choses qui se sont passées. On n'a pas beaucoup reproché à Barack Obama la gestion de l'explosion de la plateforme pétrolière de BP. Mais il s'est passé plus d'un mois entre le moment où le pétrole est arrivé sur les côtes américaines et l'explosion de la plateforme. Il y avait des moyens d'empêcher que cela débouche sur des conséquences graves. Pourquoi est-ce que Barack Obama a laissé faire? Parce qu'il voulait mettre en place ce type de loi et qu'il a réussi à les mettre en place. Donc vous avez, dans des États comme les États que j'ai cités, c'est-à-dire Texas, Mississippi, Louisiane, des gens qui sont au chômage technique, qui doivent toucher des allocations chômage, qui doivent bénéficier de bonne nourriture, alors qu'avant ils travaillaient. C'est une politique déterminée et voulue. Et quelle est la conséquence de l'augmentation du prix du pétrole? Et quelle est la conséquence aussi d'autres lubies écologistes, comme l'utilisation de l'éthanol, l'augmentation du prix de matières premières agricoles, donc l'augmentation des denrées alimentaires. Et quand vous avez une augmentation très forte du prix des denrées alimentaires, dans les pays où les gens sont à la limite de la pauvreté, cela crée des famines. Et quand vous avez des famines, vous avez des révoltes. Et concrètement, il y a des éléments qui montrent que le département d'État et le Conseil de sécurité des États-Unis, sous l'égide de Samantha Power, dont je reparlerai dans un instant si vous voulez, parce que c'est quelqu'un de très intéressant à observer de près, mais sous vitre, sans ça on peut être contaminé. Donc, cette personne a réuni des gens qui étaient des opposants en Égypte, en Tunisie en particulier. Donc il y a une influence des États-Unis. Donc la démocratisation dans ces pays aurait été envisageable dans le cadre de la doctrine Bush, dont j'ai eu l'occasion de parler de très nombreuses fois. Elle aurait été concevable dans le cadre d'un leadership américain, digne de ce nom. Mais actuellement, on n'assiste pas à cela. Actuellement, il y a eu des émeutes de la faim, et il y a eu un lâchage complet de la situation de la part des États-Unis, avec en sous-main un discours favorable aux frères musulmans et à l'islam radical. Et ce discours favorable à l'islam radical, il ne date pas de ces révolutions arabes, entre guillemets, qui ne sont pas des révolutions.
vous en trouvez tous les composants, tous les ingrédients dans le discours du Caire en juin 2009. Quand Obama a tenu ce discours, dans les journaux français, il n'y avait que la version expurgée du discours. Donc j'ai écrit des articles sur le sujet, il y a des gens qui me disaient « mais non, c'est pas vrai, Obama n'a jamais dit ça ». Je devais leur envoyer des extraits du discours en leur disant « je ne vous les traduis pas, ils sont en anglais, mais si vous voulez les traduire, traduisez-les » pour qu'ils voient vraiment ce que Barack Obama a dit. Et dans ce discours, tout était déjà clair. Quand vous regardez les comparaisons qui avaient été effectuées pour ce qui concernait Israël, elles étaient tout à fait explicites. Dans le discours du Caire, Barack Obama comparait le conflit israélo-arabe à la situation du Sud américain d'avant la guerre de sécession. Donc autrement dit, vous tous ici, vous êtes des maîtres d'esclaves, et les Palestiniens sont vos esclaves que vous fouettez à longueur de journée. Sans doute aussi les Arabes israéliens. Et donc, à partir de là, la seule solution, c'est quelque chose qui serait l'équivalent de la guerre de sécession. Et cette guerre de sécession imaginaire, elle a été pensée précisément par des gens comme Samantha Power, que je citais il y a un instant, qui a dit « si Israël ne fait pas le nécessaire, il faudra une intervention armée internationale pour imposer la situation à Israël, pour imposer le résultat à Israël ». Et je dirais qu'on n'en est pas très loin dans le discours de Barack Obama il y a 2 jours, puisque Barack Obama a parlé d'un État palestinien dans les frontières de 1967 qui serait démilitarisé, mais la sécurité sera assurée par des forces comme les forces de l'ONU. Ces forces qui servent de bouclier humain aux gens du Hezbollah au sud du Liban. Donc vous auriez des boucliers humains pour les terroristes palestiniens qui seraient fournis aux frais de la communauté internationale. Bon, je pourrais continuer assez longuement dans cette direction, mais nous sommes dans cette situation, et donc nous ne sommes pas dans une situation où la situation est propice en quoi que ce soit à la démocratisation du monde musulman. Qui plus est, sur ce plan, Barack Obama peut penser que Oussama Ben Laden a raison. Oussama Ben Laden a dit dans le monde arabe, on regarde qui est le cheval fort et qui est le cheval faible. Et on suit le cheval fort. Pendant des années, les États-Unis ont été le cheval fort. Donc en gros, les régimes qui étaient pro-occidentaux, entre guillemets, étaient récompensés d'une certaine manière. Donc il y avait une incitation à aller dans cette direction. Maintenant, les régimes qui sont récompensés sont les régimes anti-occidentaux. Donc, et qui plus est, les États-Unis se retirent complètement dans une forme de débâcle volontaire de la part de l'administration Obama. Donc il est tout à fait clair qu'actuellement, dans le monde arabe et dans le monde musulman en général, on considère que le cheval fort, c'est l'Iran et c'est les frères musulmans. Et donc à partir de là, on suit le cheval fort et on va dans la direction du cheval fort. Donc par rapport à cela, il y a une réponse qui est possible. Israël peut montrer qu'il est le cheval fort dans la région et je pourrais expliquer comment. Des questions peut-être. On va commencer par madame. Oui, j'ai peut-être ouvert les questions. Dans le remodelage du Proche-Orient, quelle est l'importance de la baisse de pouvoir du lobby juif américain d'une part, et d'autre part, quelle est l'importance de la puissance qui prendra le relais des États-Unis dans le monde? Premièrement, il n'y a pas de perte d'influence du lobby juif américain, simplement ce lobby juif est très démocrate. Donc est très pacifiste, entre guillemets, très situé dans la dimension de l'apaisement. Donc je dirais qu'une bonne partie de ce lobby juif n'aurait rien contre les frontières de 1967. Ils ne vous demanderont pas votre avis, bien évidemment. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dirais que recevoir Barack Obama, même s'il a changé son discours, après le discours qu'il a tenu il y a 2 jours, sans lui faire de remarques, cela me paraît quand même un monde. Et voir des gens qui sont à la tête des mouvements juifs américains dire « il ne faut pas prendre trop au sérieux le discours d'Obama, mais il ne faut pas les prendre au sérieux depuis 2 ans, il ne faut pas les prendre au sérieux depuis qu'il s'emploie à diaboliser Israël, il ne faut pas les prendre au sérieux depuis qu'il reçoit Shimon Peres et Netanyahou par la porte de service, celle où on dépose les poubelles le soir. Il ne faut pas le prendre au sérieux depuis que pendant qu'il va dîner avec sa famille, il laisse Binyamin Netanyahou attendre tout seul dans un bureau.
Quand est-ce qu'il faut commencer à prendre Barack Obama au sérieux pour ses déclarations? C'est une question qu'il faudrait poser aux dirigeants de la communauté juive. Pour la deuxième question, je dirais que vous n'avez pas de puissances qui peuvent remplacer les États-Unis sur la surface de la planète actuellement. Vous n'avez pas de pays qui, à l'échelle planétaire, ait la possibilité d'être une puissance hégémonique. Donc concrètement, ce que je peux constater, c'est que depuis plus d'un demi-siècle, depuis 60-70 ans, à chaque fois que les États-Unis ont été faibles, on n'a pas vu une autre puissance monter sur la planète. On a vu le désordre, la guerre, le conflit, le chaos dans certaines régions s'installer sur la surface de la planète. Et les Américains ont dû comprendre que c'était eux qui devaient assumer le rôle de puissance hégémonique, ou que sans cela, la planète glissait vers un désordre qui était cataclysmique, non seulement pour d'autres pays qu'eux, mais aussi pour les États-Unis eux-mêmes. Denis. Ah oui, vous avez beaucoup parlé des États-Unis, effectivement. Quelle analyse faites-vous du leadership européen en général et français en particulier? Ben, je dirais qu'il n'y a pas de leadership européen. L'Europe est en déliquescence de plus en plus nette. L'Europe n'est pas capable de se doter d'une politique commune et d'une politique cohérente dans quelque domaine que ce soit. À la limite, vous pouvez rafistoler le tout en politique étrangère quand il s'agit de cracher sur Israël, et c'est à peu près tout. Dehors de cela, en politique étrangère, vous n'avez aucune forme d'accord. Pour ce qui concerne la politique intérieure, l'euro est en train de sombrer. On va rafistoler les choses encore pendant quelques temps, mais je dirais que si l'euro tient encore 5 ans, cela relèvera du miracle à mes yeux. Je ne vois pas comment une monnaie qui a été construite comme elle a été construite peut tenir encore très longtemps. D'autres pays que la Grèce, d'autres pays que l'Irlande, d'autres pays que le Portugal vont glisser vers la faillite. Les premiers, ça va être la Belgique et l'Espagne. Ensuite, l'Italie devrait suivre et la France ne sera pas loin derrière. Mais ça viendra après l'élection de 2012. Maître Calvo. J'ai une question à vous poser. Il a abandonné l'islam en un mot. Oui. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de fatwa pour lui faire le traitement que l'on réserve aux apostats? Bah, justement, c'est une question. Si tout le monde n'a pas entendu, Maître Calvo a demandé pourquoi, si Barack Obama a quitté l'islam, on ne lui a pas fait subir le traitement qu'on réserve aux apostats. Et ma réponse, c'est que je ne suis pas du tout certain que ce soit un apostat. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne dit à peu près jamais. Mais jusqu'à l'âge de 23 ans, non seulement Barack Obama était musulman, mais c'était un musulman pratiquant. Et je le sais directement parce que l'un de mes amis aux États-Unis est un musulman soufi. Et parmi les gens qu'il a rencontrés, il y avait le roommate, le compagnon de chambrée de Barack Obama quand il était à l'université de Columbia à New York. Et ce roommate a emmené Barack Obama en vacances au Pakistan dans une madrasa en 1983. Guy, vous nous avez... Il y a Jacques aussi, mais je vais... Vous nous avez brossé un tableau un peu sombre de la situation, mais avec des lueurs d'espoir. Une des lueurs d'espoir... Je vais insister sur cette lueur d'espoir. Ouais. Alors, je sais bien. Je pense bien. Non, j'angoisse pas. Une de ces lueurs d'espoir, c'est bien évidemment que l'année prochaine, aux États-Unis, il y a des élections. Or, tout le monde sait, ou tout le monde ne sait pas d'ailleurs, j'en sais rien, mais tout le monde devrait savoir qu'aux États-Unis, les élections ne se jouent jamais sur la politique étrangère. C'est toujours sur la politique intérieure que les gens votent. Or, dites-nous quelques mots de la politique intérieure des États-Unis, et est-ce que ça laisse une chance à Barack Obama d'être réélu avec la politique très socialisante ou communiste qu'il a menée? Je dirais que pour que Barack Obama soit réélu, il faudrait qu'il ait beaucoup de chance, que sa propagande marche une deuxième fois. S'il a commencé sa campagne électorale 20 mois à l'avance, ce n'est pas un hasard. Vous n'avez jamais eu, regardez les annales, un président en exercice qui commence sa campagne électorale 4 mois après les élections de mi-mandat. Donc ça prouve qu'il est inquiet concernant la possibilité de garder sa position. Il veut lever $1 milliard pour sa campagne.
Il en a déjà levé 750 millions. Mais pourquoi est-ce qu'il veut lever autant d'argent? Parce qu'il veut compter sur l'effet de la propagande. Il veut compter aussi sur d'autres effets. Je n'en ai pas parlé dans les autres conférences, mais au moins vous en aurez la primeur, mais j'y reviendrai aussi dans des articles. George Soros est l'un des principaux financiers à soutenir Barack Obama. Et George Soros a fondé, il y a un an, une association des journalistes américains. Je n'ai pas le nom exact dans la tête, mais les grands journalistes des principaux grands médias, à l'exception de Fox News, sont financés par George Soros. Et donc ils ont intérêt à parler dans une certaine direction. Donc je dirais que Barack Obama va aussi compter sur les grands médias, sur les mainstream médias. Mais ceci étant dit, et sur ce plan, Stéphane Amar avait raison il y a un instant, il y a une force de plus en plus grande des médias alternatifs, d'Internet, aux États-Unis. Vous avez des informations qui sortent par Internet et que les grands médias doivent reprendre parce qu'elles deviennent incontournables. Donc sur ce plan, je ne vous oublie pas, il y avait Jacques d'abord, mais je finis ma réponse. Je ne veux pas être trop long, je vais essayer d'être lapidaire. Bon, mais je ne parviens pas toujours à l'être parce que je tiens à avoir des explications aussi précises que possible. Bon, donc concrètement, vu la situation économique actuelle aux États-Unis, il sera très difficile pour Barack Obama d'être réélu. Le chômage est à un niveau très important, il est au-dessus de 9%. Vous n'avez aucune création d'emplois dans le secteur privé actuellement, depuis que Barack Obama est là. Au contraire, vous avez des destructions d'emplois dans le secteur privé. Les entrepreneurs n'embauchent pas parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils risquent d'être mangés très prochainement. Vous avez une multitude de réglementations qui sont décidées en dehors du Congrès par des organismes comme l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine, qui peut, si elle le veut, contrôler toute l'économie américaine en décidant de l'ensemble des directives concernant les émissions de gaz carbonique, et concernant une multitude d'autres choses. Le gaz carbonique, le dioxyde de carbone a été classé comme polluant pour la première fois aux États-Unis par l'EPA, un mois après l'arrivée au pouvoir de Barack Obama. Alors ça ouvre beaucoup de perspectives. Parce que le gaz carbonique, vous en rejetez à chaque fois que vous respirez aussi. Donc à la limite, c'est ce que je conseille d'ailleurs souvent aux écologistes, je leur dirais, restez 5 minutes sans respirer et vous soulagerez l'humanité. Bon. Pour le moment, je ne les ai pas vus suivre mon conseil. Pourtant, ça serait une bonne façon pour eux de donner l'exemple, de montrer qu'ils ne rejettent plus de dioxyde de carbone. Donc sur tous ces plans, je dirais que Barack Obama mène une politique destructrice pour l'économie américaine. Et cette destruction se sent dans la société américaine. J'ai parlé du chômage, je pourrais parler de la pauvreté. Je pourrais vous dire qu'il n'y a jamais eu autant de gens aux États-Unis qui vivent en devant s'alimenter avec des food stamps, des bons de nourriture. Donc c'est une situation très préoccupante et Barack Obama a toutes les chances de le payer très cher. Alors on me dit, ça serait l'atout de Barack Obama, il n'y a pas de candidat républicain qui soit en position de leadership. C'est effectif. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de candidat républicain en position de leadership? Je vous donne la réponse. Parce que si quelqu'un se met trop en avant dès maintenant, il va être démoli par les grands médias. Donc il vaut mieux que la personne surgisse tardivement. Parce que actuellement, tous les dirigeants républicains qui ont une lucidité voient parfaitement que les grands médias pratiquent le tir au pigeon dès qu'un candidat conservateur montre le bout de son nez. Donc plus tard, vous aurez un candidat républicain qui surgira, mieux ce sera, mieux cela vaudra. Mais je vous le dis tout de suite, il y a d'excellents républicains, il y a d'excellents conservateurs. Il y a toute une nouvelle génération qui monte. Écoutez des discours comme les discours de Alan West ou de Marco Rubio sur YouTube et vous verrez de quoi je parle. Et je précise, puisqu'on dit que Barack Obama c'est merveilleux, c'est le premier président noir, que Alan West est noir et qu'il est même plus noir que Barack Obama parce que ses deux parents étaient noirs et qu'il n'est donc pas métis, à la différence de Barack Obama qui devrait être considéré comme, non pas comme noir mais comme métis. Donc en tout cas, voilà le panorama que je peux dresser de la situation actuelle aux États-Unis. Et j'ajoute, dernier point que j'ajouterai, le secteur de l'immobilier reste sinistré.
J'ai un ami à Tel Aviv qui est en train d'acheter un appartement sur la baie de San Francisco. Cet appartement valait, il y a 3 ans, 400 000 $. Il l'achète pour 89 000 $ aujourd'hui. Voilà le genre de situation dans laquelle on est dans l'immobilier. Alors si vous voulez acheter, vous pouvez faire de bonnes affaires, mais si vous êtes propriétaire d'une maison que vous voulez la revendre, c'est catastrophique pour vous. Vous vous êtes appauvri. Dans une ville comme Las Vegas, où j'étais il y a 1 mois et demi à peu près, vous avez une interruption de tous les travaux de construction. Vous avez des grues qui sont immobilisées partout. Et vous avez plus de 5000 maisons qui sont vides, inoccupées dans Las Vegas et qui ne trouvent pas preneur actuellement. Une seconde, on va faire une petite pause.